la une de l'actualité, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a pris part aujourd'hui à la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le processus de la transition, le mandat de la MINUSMA ou encore la mise en œuvre de l'accord pour la paix, la réconciliation et la sécurité sont entre autres questions évoquées. Commémoration de la Journée internationale de l'albinisme. Ce 13 juin, le Mali a choisi comme thème national « Les artistes du Mali disent stop à l'assassinat des personnes atteintes d'albinisme ». Cette journée permet de faire des sensibilisations pour la protection des albinos. Fin de la première édition des Journées culturelles Tombouctou, terre de rencontre. C'était hier soir au Palais de la Culture. Des versets du Saint-Coran ont été chantés pour un Mali uni. Dans la chronique santé de ce soir, Barakissa Ouattara nous parlera de la variole du singe, une maladie qui fait surface et qui se manifeste par une fièvre, des maux de tête et des boutons sur le corps. Elle se transmet des singes et des rongeurs à l'homme. 200 cas ont été confirmés à travers le monde. Notre pays n'enregistre aucun cas pour le moment. Merci de votre fidélité. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition de ORTM1. Je le disais à l'ouverture de ce journal, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a pris part à la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Le processus de la transition dans le pays, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, la sécurité, le renouvellement du mandat de la MINUSMA ou encore les droits de l'homme sont entre autres questions évoquées. Aïssata Ibrahim Maïga. À la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur notre pays, la voix du Mali portée par son ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, dans un discours totalement en phase des aspirations du peuple, fort dans les mots, très ferme quand il le fallait. Cette réunion qui fait le point des 3 derniers mois de la situation de notre pays se tient à quelques jours avant le renouvellement du mandat de la MINUSMA et au lendemain du départ de la force Barkhane de notre pays. Le ministre Diop a apporté des clarifications notamment sur les allégations de violation des droits de l'homme attribuées à nos FAMA ou encore sur les propositions françaises d'apporter une aide aérienne à la MINUSMA. Il a rassuré que la sécurité de la MINUSMA peut être assurée par les forces armées maliennes et que le départ des forces françaises ne créera aucun vide sécuritaire. Le ministre Abdoulaye Diop d'ajouter que les autorités maliennes souhaitent par ailleurs une meilleure coordination de la mission onusienne avec le pays hôte. En ce qui concerne les restrictions imposées à la MINUSMA, il précise que les mesures prises sont temporaires, souveraines et visent plus de sûreté du trafic aérien. Saluant l'accompagnement de certains partenaires en ces temps troubles, le chef de la diplomatie a réitéré le bras tendu des autorités maliennes à coopérer avec des partenaires qui les appuieraient à améliorer les conditions de vie du peuple malien. Et nous vous proposons un extrait de l'intervention du chef de la diplomatie malienne. Abdoulaye Diop apporte des clarifications sur toutes les questions abordées dans le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la situation au Mali. Nous l'écoutons. J'ai écouté attentivement les observations et je voudrais à présent répondre au nom du gouvernement du Mali au rapport du secrétaire général et à vos commentaires. Plusieurs membres du Conseil de sécurité ont souligné la nécessité de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Je voudrais commencer par dire que le gouvernement du Mali est surpris que le rapport relève que les mouvements signataires ont dénoncé l'enrôlement de 2000 nouveaux éléments devant être déployés dans les régions du Nord dans le cadre du recrutement spécial. Le gouvernement n'a malheureusement reçu aucune plainte d'un quelconque groupe ou regroupement de mouvements dans ce sens. Sur un certain nombre d'allégations en rapport avec la situation sécuritaire qui ont été faites autour de la table, je me permettrai de pouvoir y apporter une réponse. J'imagine que les uns et les autres font référence à la coopération entre le Mali et la Fédération de Russie, que nous rappelons encore une fois, qui est une coopération d'État à État visant à renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité maliennes, qui aujourd'hui produit des résultats sur le terrain. Je voudrais à cet égard remercier la Fédération de Russie de répondre promptement
aux demandes de soutien du Mali dans ce sens. Mais si les uns et les autres font référence à Wagner, je voudrais être très clair que pour le Mali, nous ne connaissons pas de Wagner. Notre problème n'est pas Wagner. Mais notre problème, c'est comment assurer la survie de notre État, comme je l'ai rappelé, qui a perdu les 2 tiers de son territoire suite à l'intervention que vous connaissez. Notre problème, c'est comment assurer la sécurité des Maliennes et des Maliens qui sont aujourd'hui désespérés et dont nous n'arrivons même pas à protéger les droits essentiels. Notre souci, c'est comment préserver notre pays, préserver l'unité du pays, comment préserver l'intégrité territoriale de notre pays. Cela passe naturellement pour nous par la diversification de nos partenaires, notamment sur le plan sécuritaire. Et je rappelle encore une fois que le Mali a le droit de choisir ses partenaires et il le fera en toute souveraineté, en toute responsabilité, comme chacun des pays autour de cette table. Et je voudrais dire que nous allons continuer dans ce sens et nous menons un certain nombre de choses sur le terrain. Donc, mais le Mali reste ouvert à tous les partenaires. Et tous les partenaires qui veulent contribuer à cet effort sont les bienvenus. Mais le Mali n'acceptera pas qu'un partenaire nous impose que si tel partenaire vient par la porte, moi je sors par la fenêtre. Ceci n'est pas acceptable. Mais je dois encore une fois le rappeler que les grandes opérations d'envergure qui sont en cours au Mali se font dans le cadre du respect du droit international humanitaire comme des droits de l'homme. Et je salue les investissements qui ont été faits par les Nations Unies et par beaucoup de pays autour de la table ici pour renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité du Mali. Mesdames et messieurs du Conseil, soyez conscients que le Mali est aussi victime d'une guerre de désinformation. Une guerre de désinformation qui vise justement à punir les pays pour ses choix. Mais je pense que nous allons pouvoir continuer. Concernant le renouvellement du mandat de la MINUSMA, pour le gouvernement du Mali, il est essentiel que le mandat soit centré sur la protection des populations civiles et l'appui au rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Le mandat de la MINUSMA doit obligatoirement prendre en compte la montée en puissance des forces de défense et de sécurité du Mali, qui sont désormais en première ligne face aux groupes terroristes, qui enregistrent certes des pertes, mais qui en infligent aussi énormément sur le terrain. De même, dans le cadre du renouvellement sus-évoqué du mandat de la MINUSMA et la demande d'appui aérien de Barkhane, le gouvernement du Mali exprime son opposition ferme à l'intervention sur son territoire de la force française Barkhane. Ensuite, le gouvernement du Mali souligne la nécessité d'une meilleure coordination des actions de la MINUSMA avec l'État malien de manière à assurer une pleine efficacité dans l'application de son futur mandat. Relativement à la question du retour à l'ordre constitutionnel au Mali, le décret numéro 2022-0335 PTRM du 7 juin 2022 fixe la durée de la transition à 24 mois à partir du 26 mars 2022 pour se terminer le 26 mars 2024. De même, le décret numéro 022-342 PTRM du 10 juin 2022 a créé auprès du président de la transition une commission de rédaction de l'avant-projet de constitution de la République du Mali dans le cadre de la refondation. Il s'agit de la manifestation de l'engagement des autorités maliennes pour le retour à l'ordre constitutionnel. Je pense que c'est le message que nous voudrions envoyer à la communauté internationale à travers ce décret. Nous voudrions qu'à cette échéance-là, tout le monde puisse travailler avec nous pour pouvoir sortir de la situation actuelle et avoir un président élu au plus tard le 26 mars 2024 pour que le pays regagne sa place dans le concert des nations. Dans les tout prochains jours, une nouvelle loi électorale sera adoptée par le Conseil national de la transition et cette loi intègre aussi l'organe unique chargé de la gestion des élections et le gouvernement procédera immédiatement à la publication d'un chronogramme de transition pour répondre davantage aux attentes de la CEDEAO et des autres partenaires à l'échéance du début juillet, nous l'espérons.
Et ici à Bamako, commémoration ce 13 juin de la Journée internationale de l'albinisme. Cette journée a pour but de sensibiliser sur les problèmes que vivent les albinos au quotidien. Pour cette 8e édition, le thème international est « Unis pour faire entendre nos voix ». Et notre pays a choisi le thème « Les artistes du Mali disent stop à l'assassinat des personnes atteintes d'albinisme ». Le reportage de Inaba. Institutionnalisée par les Nations Unies le 13 juin 2015, la Journée internationale de l'albinisme vise à sensibiliser le grand public sur les difficultés que rencontrent les albinos dans leur vie quotidienne et de lutter contre le rejet qu'ils subissent parfois dans la société. Pour cette 8e édition, l'association et ses partenaires tirent la sonnette d'alarme sur la situation des personnes atteintes d'albinisme dans la société. Nous demandons aux autorités du Mali de nous donner des produits pour protéger notre corps contre le soleil. Je souhaite également qu'on garantisse notre sécurité, car cette année, nous avons perdu 4 des nôtres. J'ai toujours participé à des aides que je peux donner au niveau de l'école en fonction des moyens, mais surtout en essayant de créer des bourses. Parce que quel est le meilleur moyen dans la vie si ce n'est l'insertion, si ce n'est l'adoption des gens? Et je peux vous dire que j'en suis à ma 3e bourse au niveau des albinos et qu'ils sont parfaitement intégrés au sein de l'école, qu'ils sont même pris en amitié, qu'ils ont un rayonnement exceptionnel. L'albinisme est une maladie rare, non transmissible et héréditaire qui existe dans le monde. Elle est due à une absence de mélanine sur les cheveux, la peau et les yeux. Pour l'heure, il n'existe aucun remède. Durant ces 8 années, nous avons réalisé pas mal d'actions, telles que la prise en charge médicale de ces personnes atteintes d'albinisme, la sensibilisation concernant l'albinisme, les kits de protection offerts chaque mois presque aux enfants atteints d'albinisme. Nous avons beaucoup lutté contre l'assassinat des personnes albinos. L'association Espoir pour les albinos a mis à profit cette célébration pour remettre des crèmes solaires plus une enveloppe pour les femmes atteintes de cette maladie incurable. Elle a rendu un vibrant hommage au Dr Moussa Sanogo, ancien directeur de la pharmacie populaire pour services rendus aux albinos du Mali. Et demain, 14 juin, un hommage sera rendu aux donneurs de sang, une façon de les remercier du geste solidaire qu'ils font en donnant leur sang. Dans son message, la ministre de la Santé et du Développement social invite chaque Malien à rejoindre l'effort des femmes en donnant du sang pour sauver des vies, qui est d'ailleurs le thème de cette édition. Les propos sont recueillis par Barakissa Ouattara et Kalunga Konati. Mes chers compatriotes, le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre le 14 juin la Journée mondiale du donneur du sang. Le thème international de l'édition 2022 est « Donner son sang est un acte de solidarité, rejoindre l'effort et sauver des vies ». En vue de donner un éclat particulier à l'événement et partant de la montée en puissance de nos forces armées et de sécurité, le Mali a retenu comme thème national « Rejoindre l'effort des femmes en donnant du sang pour sauver des vies ». Mes chers compatriotes, cette journée a pour but de remercier et d'encourager les donneurs de sang bénévoles et volontaires du geste salvateur qu'ils font en donnant leur sang. Elle vise également à mener des actions de sensibilisation et de mobilisation sur le don de sang afin de garantir la qualité, la sécurité et la disponibilité des produits sanguins. Je lance donc un appel à tous à rejoindre l'effort des femmes en donnant du sang pour sauver des vies. Sang donné égale à vie sauvée. Qu'Allah bénisse le Mali. À présent, le point Covid du jour. Les services de santé ont enregistré un décès, 4 patients guéris et 2 cas positifs sur 384 tests réalisés et 33 patients sont sous traitement. Signature d'un protocole d'accord entre le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable et AMK Product de l'Afrique du Sud. Ce partenariat intervient dans les domaines de l'assainissement, de réalisation d'infrastructures, entre autres. Le point avec Agibou Koulibaly. Le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, dans le cadre de l'exécution de sa mission d'améliorer le cadre de vie au Mali,
a sollicité et obtenu auprès de l'entreprise Amka Product un cadre de partenariat permettant la mise en œuvre d'actions portant sur plusieurs domaines, d'où cette signature de protocole d'accord entre les deux parties. Il y a 10 ans, le président de Amka Production était là et il a vu les besoins de l'environnement et de l'assainissement au Mali. Et il a vu qu'il veut toujours faire la différence à la vie des gens. Nous sommes venus plusieurs fois pour voir si on peut des assistances, si on peut... Et maintenant, avec ce partenariat, nous croyons qu'on peut faire la différence au Mali. Nous allons démarrer à Sotiba, à la station de Sotiba, pour s'occuper de l'eau de la station de purification. C'est aussi s'occuper du fleuve Niger pour que ça puisse pas être pollué. Le ministre en charge de l'environnement se réjouit de ce partenariat qui cadre avec les orientations de son département. Nous sommes dans la quinzaine de l'environnement. Tout ce qui touche à l'assainissement, aux stations d'épuration, des bouts de vidange concerne l'environnement. Donc nous avons reçu notre partenaire de Amka Production à la personne de M. Nassir, qui est venu voir un peu comment on peut nouer la coopération entre notre département et ses structures dans le cadre vraiment de l'assainissement global. Et aujourd'hui, nous avons juste mis en place un protocole d'accord pour démarrer cette coopération. Et très prochainement, les deux équipes vont travailler afin que cette coopération puisse être gagnante pour toutes les parties. Notons que dans ce partenariat avantageux, les deux parties s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de rendre opérationnel ce protocole. Chaque projet ou groupe de projets identifié fera l'objet de contrats spécifiques. Et en marge de la 23e édition de la quinzaine de l'environnement, le Fonds Climat Mali a organisé un atelier d'échange et d'information. Objectif, inciter les acteurs à monter des projets et programmes contribuant à renforcer la résilience des communautés vulnérables face aux effets du changement climatique. Bougouni, le reportage de Jafar Aïdara et Djibril Bagayoko. Mobiliser, accéder, ordonner et combiner des ressources de financement domestiques et internationales, publiques et privées pour les actions prioritaires visant à atteindre l'objectif ambitieux du Mali d'une économie verte et résiliente au climat, tel est l'objectif de cet atelier d'échange et d'information sur le Fonds Climat Mali, une activité qui s'inscrit en marge de la 23e édition de la quinzaine de l'environnement. La région de Bougouni a été choisie à cause des énormes potentialités et de la fragilité de ces écosystèmes exacerbés par une sécheresse persistante sous l'effet combiné de la désertification, de la dégradation des terres et des changements climatiques. Bougouni est aussi la dernière réserve importante de faune et de flore que nous pouvons encore sauver dans notre pays, dans notre propre intérêt, mais aussi pour les générations futures. Le choix de la région de Bougouni, capitale du Bani Monotier, est significatif car cette région représente un condensé de problématiques et d'opportunités écologiques, économiques et sociales. L'atelier poussera certainement la réflexion sur la conciliation de la promotion des activités économiques, agriculture, élevage, tourisme, à la protection de l'environnement. J'espère donc qu'à l'issue de cette rencontre, vous serez suffisamment outillés pour monter de très bons projets à soumettre au Fonds Climat Mali. À noter que depuis son opérationnalisation, le Fonds Climat Mali a lancé 4 appels à propositions qui ont permis de financer 27 projets couvrant 224 communes dans 8 régions du Mali pour un montant total d'environ 21 milliards de francs CFA. 1 milliard de francs CFA, c'est le coût global d'un projet que l'ONG Sahel Eco et ses partenaires viennent de lancer à Tomignan. Ce projet de résilience face à la déforestation touche plus de 170 000 habitants des 10 communes de Tomignan pour une durée de 36 mois. Reportage Honoré Tchenou et Karamoro Traoré. Le projet promouvoir la gouvernance forestière pour les écosystèmes et les communautés résilientes dans le cercle de Tomignan est axé sur la promotion de la gouvernance locale, des ressources forestières, les investissements dans les forêts, la valorisation des produits forestiers non lignés. Le projet ainsi lancé vise la pérennisation des moyens d'existence et les bonnes conditions de vie des populations rurales pour un coût global d'1 milliard de francs CFA. Ce projet dont nous procédons au lancement est en parfaite harmonie avec la politique forestière nationale
qui reconnaît la nécessité de prendre en compte la politique de décentralisation en responsabilisant davantage les communautés riveraines dans la protection et la gestion durable des ressources forestières. Cette initiative de Sahel Eco contribue à renforcer la résilience des populations bénéficiaires, mais aussi à protéger et préserver les écosystèmes. Ce projet-là, c'est la bienvenue. Parce que nous sommes en train de protéger et il y a certains qui sont en train de couper. S'il y a un projet qui vient nous aider à faire un reboisement, donc moi je pense vraiment que c'est la bienvenue et c'est vraiment salutaire. Les pratiques agricoles traditionnelles ne peuvent plus assurer la subsistance en raison de la baisse de la fertilité des sols. Aussi, l'inégalité du genre, les pratiques de mauvaise nutrition, la capacité communautaire pour l'adaptation insuffisante constituent des facteurs aggravants. 84 villages des 10 communes du cercle de Tomina, estimés à plus de 170 000 habitants, bénéficient des actions de ce projet pour une durée de 36 mois. En 2021, l'Institut d'économie rurale, IER, a produit 22 630 kg de semences de pré-base, toutes cultures confondues, contre 88 042 kg en 2020. Malgré le contexte que vit notre pays, l'IER a fait une réalisation de 83%. Reportage Mamoutou Danté. L'amélioration de la productivité agricole et la mise en œuvre d'une véritable recherche scientifique étaient au cœur de la 28e session du comité de programme de l'Institut d'économie rurale IER. Malgré le contexte politique, l'IER a pu réaliser 99 projets sur 120 prévus dans l'exercice de 2021. En 2021, l'IER a produit toutes cultures confondues des semences de pré-base pour 22 630 kg contre 88 042 kg en 2020, des semences de base pour 135 125 kg contre 122 099 kg en 2020 et des semences certifiées pour 103 557 kg contre 5 336 kg en 2020. Les activités de renforcement des capacités ont connu un essor en 2021. Ils sont tous au rendez-vous, les acteurs agricoles, les chercheurs et les partenaires de la recherche en vue d'examiner et de valider les différentes propositions. Il vous a été soumis au cours de cette session 77 documents, dont 57 rapports et 20 propositions de recherche. Je voudrais vous inviter à un examen approfondi de ces documents soumis et à des échanges scientifiques qui permettront d'améliorer nos performances. À la clôture des 5 jours de travaux, les participants valideront les 93 rapports et 120 propositions de recherche de l'IER. La maîtrise des pratiques rituelles pour le Hajj, les conseils nécessaires pour la réussite de la Umrah, ces sujets sont au menu de 3 jours de sensibilisation à la maison du Hajj. La rencontre se tient à l'intention de 1000 pèlerins de la filière gouvernementale et privée. Le reportage de Batraoré. La mise au point continue pour les candidats au Hajj édition 2022. Après quelques semaines de formation par groupe de 50 participants, la maison du Hajj procède à présent à une séance plénière de sensibilisation des futurs pèlerins. Ces derniers doivent maîtriser les pratiques rituelles du Hajj et de la Umrah, de même que les conseils nécessaires au pèlerinage. Sur 6 023 futurs pèlerins pour le Mali, près de 5 000 sont de la filière privée et régis par les agences de voyage privés dont la porte-parole salue les efforts du gouvernement. Il y a eu des initiatives nouvelles de la part du ministère en charge du pèlerinage. D'abord, il y a eu 3 décrets présidentiels. Nous sommes contents que cette nouvelle initiative va booster le comportement même des pèlerins et va faire en sorte qu'il y ait un modus operandi qui va en faveur de l'Organisation générale du pèlerinage. Et nous remercions le ministère pour cette nouvelle initiative. Les 3 jours de sensibilisation se tiennent à l'intention des pèlerins issus des 2 filières. Chacun doit savoir que les plus hautes autorités de la République se sont beaucoup investis pour la réussite du pèlerinage de cette année. C'est pourquoi on n'a ménagé aucun effort allant dans le sens de la mise en confort des pèlerins maliens. Les logements que nous avons pris cette année
contrairement au précédent logement, c'est des logements à la Mecque et à Médine qui sont à moins de 100 mètres. Deuxième chose, dans le cadre de la nourriture, les alimentations, nous avons mis tout en exergue pour que les pèlerins maliens soient aussi dans toutes les bonnes conditions. Après cette formation, les futurs pèlerins connaîtront leur programme de vol pour le Hajj dès la semaine prochaine, a précisé le directeur de la maison du Hajj. Sur un tout autre plan, un livre sur le bilan de l'ADEMA-PASJ de 1992 à 2002 vient d'être publié. Intitulé « Une ambition pour le Mali », le livre retrace les réalisations dans les différents secteurs de la vie socio-économique à l'actif du Parti de l'Abeille pendant ses 10 années d'exercice au pouvoir. Le reportage de Nohom Sissoko. De juin 1992 à juin 2002, l'ADEMA-PASJ, Alliance pour la démocratie au Mali, Parti africain pour la solidarité et la justice, a conduit les destinées du Mali. Une décennie d'exercice du pouvoir qui, au-delà de ses insuffisances, présente aussi des avancées dans tous les secteurs, selon la famille politique. Un livre bilan de 334 pages intitulé « Une ambition pour le Mali », portant sur les réalisations de l'ADEMA-PASJ pendant cette période, est disponible. Par la publication de cet ouvrage sur la gestion des affaires publiques, les responsables du Parti de l'Abeille entendent rétablir la vérité. Les grands défis et leur gestion, c'est-à-dire les crises scolaires, les crises sociales, les crises des opérateurs économiques, la crise du Nord, la gestion des défis de la répression, l'amélioration des conditions de vie, du travail, de la justice et des forces armées de sécurité. La lutte contre la corruption, la délinquance financière, la valorisation du système éducatif et de la recherche scientifique avec l'ouverture de l'université, la construction des salles de classe, la scolarisation pour tous. Il y a également la santé. Insertion en 1992, quand l'administration du pouvoir de l'aujourd'hui, il y avait au moins 600 personnes. Des panélistes ayant occupé des postes ministériels pendant cette période ont apporté des éclairages sur les actions entreprises et les résultats obtenus sous le leadership du président Alpha Omar Konaré. La demande a travaillé avec acharnement en vue d'apporter des réponses à la dimension des attentes et des espoirs exprimés. Que ce livre puisse donner une idée à tous les Maliens pour tirer les leçons de ce qui a été fait, pour tirer des enseignements des efforts qui ont été déployés. Cette présentation du livre bilan de l'ADEMA-PASJ a regroupé, outre les militants et sympathisants, les responsables du Parti de l'Abeille ainsi que ceux des partis amis. La visite de l'exposition de photos d'archives a bouclé la cérémonie. Fin de la première édition des Journées culturelles Tombouctou, terre de rencontre. C'était hier soir au Palais de la Culture. Des versets de Saint-Coran sont chantés pour un Mali de paix. Aussi, le Maoulid 2022 à Tombouctou a été officiellement lancé. Les temps forts avec Alpha Maïga. Dans cette brume de poussière, le soleil se couche. Ici, des versets du Saint-Coran sont entonnés à l'unisson. Ainsi, après 3 jours d'activité, la première édition des Journées culturelles de Tombouctou, terre de rencontre, ferme ses portes. Quand on travaille pour Tombouctou, on ne connaît pas de répit. Quand on travaille pour Tombouctou, on ne compte pas son temps. Quand on a l'honneur et le privilège de servir Tombouctou, on bouscule les obstacles et on avance. Je voudrais ici procéder au lancement solennel des festivités du Mouloud 2022. Le Mouloud à Tombouctou, il faut dire c'est une fête nationale, une fête qui attire l'attention de tous les Maliens. Et il n'y a pas de Maliens qui ne se sentent pas concernés par le Mouloud à Tombouctou. Donc j'appelle les ressortissants de Tombouctou de faire en sorte que le Mouloud 2022, qui vient d'être lancé à Bamako, une autre exception, de faire en sorte que ce Mouloud soit le Mouloud de la réconciliation. Tombouctou se fait vivre et se découvre à Bamako. Une première grâce à l'association des ressortissants du cercle de Tombouctou. La femme est la base de la société. Nous luttons pour la paix. Je pense que le pilier de la société, c'est la femme. Et nous nous battons pour que revienne cette paix. Il faut aujourd'hui profiter de cette rencontre pour prier Dieu, nous venons de le faire, pour que le Mali sorte de cette situation. Prier Dieu pour que les autorités auxquelles
Dieu a confié le devenir et l'avenir de ce pays aujourd'hui puissent vraiment aboutir et faire de leur mission une mission assez noble. En tenant le public en haleine à Babrey Yaha, la danse des bouchers de Tumboutou fascine les spectateurs de la capitale nationale. Et vivement l'édition prochaine. 236 millions, c'est le montant prévu pour réhabiliter et équiper les centres culturels de la région de Gao. C'est grâce au projet d'appui aux centres culturels des communes de Gao, Bourem et Ansongo lancé à Gao. Reportage Aliou Idrissa Maïga et Al-Hassan Hamadou. Située en plein centre-ville, la Maison des Jeunes de Gao est devenue un point de rencontre pour les acteurs culturels. C'est à l'occasion du lancement du projet d'appui au centre culturel des communes de Gao, Bourem et Ansongo. Ce projet dénommé Donkonimaya permettra de réhabiliter et équiper la Maison des Arts et de la Culture et le centre culturel Songoï de Gao, ainsi que les maisons des jeunes de Bourem, Ansongo et Gao. Ce projet a pour objectif de contribuer par le biais de la culture à la réduction des violences et à la promotion du vivre ensemble au sein de la population et en particulier des jeunes vivant dans la zone du projet. C'est une occasion pour nous d'exprimer notre plus grande reconnaissance et gratitude à la République fédérale d'Allemagne qui, à travers toutes ces coopérations, demeure le partenaire clé le plus stratégique dans la stabilisation de la région de Gao. Les travaux dureront 7 mois et coûteront 236 millions de francs CFA, une somme entièrement débloquée par la coopération allemande à travers la GIZ. En finançant ces activités, vous contribuez à renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble en prenant en compte un secteur clé qui est la culture. J'ai saisi l'opportunité pour exhorter les bénéficiaires à plus d'engagement et d'initiative afin que les activités menées par cet important projet puissent profiter à toutes les cibles. Au cours de la cérémonie de lancement, 1 minute de silence a été observée à la mémoire de Ismaël Soumaré, dit Zouzou, natif de Gao et acteur clé du projet, arraché à l'affection de tous. Parlons à présent de la 14e Assemblée générale annuelle de la Caisse Agnès Sigisso de Caille. Et selon les acteurs, la Caisse se porte bien. Un compte-rendu de Moriba Keïta. Malgré les sanctions de la CEDEAO et la crise sécuritaire sans précédent dans notre pays, les résultats des exercices 2021 de la Caisse Agnès Sigisso de Caille sont positifs et de nombreux produits ont été mis à la disposition des clients, à savoir le système de collecte de fonds sur place, Ciscofob, des produits de transfert d'argent et la carte bancaire d'Anaya Cash. La Caisse Agnès Sigisso se porte très bien. Un résultat de 147 millions. Avec un encours de crédit de 2 milliards 232 et un total bilan de 3 milliards avec un taux de rendement plus que la norme. Agnès Sigisso fait partie des plus grandes institutions de microfinance au Mali avec 88 points de service répartis dans les régions de Caille, Koulikoro, Kita, Ségou, Bougouni, Sikasso, Tombouctou et les 6 communes du district de Bamako. 288 employés salariés, 210 dirigeants bénévoles. Prenant la parole, le président a d'abord félicité les dirigeants et employés de la Caisse Agnès Sigisso avant de les inviter à redoubler d'efforts afin que la Caisse Agnès Sigisso reste et demeure une référence au Mali. La Caisse, c'est pour les membres. Donc, on va leur demander encore de nous accompagner davantage. Pour rappel, la Caisse Agnès Sigisso de Caille est un système financier décentralisé qui intervient dans la ville de Caille et dans les zones rurales. Et en image, après l'attaque du poste de péage de Chienso le samedi dernier dans la commune urbaine de San qui a fait un mort, le gouverneur de la région de San a envoyé une délégation présenter les condoléances de la nation malienne à la famille de la victime. Le gouverneur de la région de San, le colonel Sankaré, a appelé les populations à la sérénité en cette veille de la célébration de la fête de Saint-Kémon. Il rassure que toutes les dispositions sont prises pour la réussite de l'événement. Abdraman Diallo, c'est le nom de la victime, est âgé de 46 ans. Nouhoum Sangaré, Agbassa sont les victimes des attaques de poste de Kouchala et le syndicat national des travailleurs des douanes CNTD
condamne ces actes barbares et criminels, présente ses condoléances aux familles des défunts et demande à l'administration des douanes et à l'État de faire toute la lumière sur les attaques afin de punir les auteurs. 16 panafricanistes guinéens, dont 2 femmes, ont marché de Conakry à Bougouni avant d'arriver à Bamako. C'est pour soutenir la transition et condamner les sanctions injustes prises par la CEDEAO à l'encontre du peuple malien. Ils ont été accueillis à Bougouni par les autorités administratives, politiques et religieuses coutumières de Bougouni. Le reportage de Diafara Aïdara et Karamogo Traoré. Voilà, toutes nos excuses pour ce petit problème technique. Nous espérons retrouver le reportage de Jafar Aïdara au cours de cette édition. En attendant, arrestation par le commissariat du 11e arrondissement d'un malfrat qui s'est fait passer pour un contrôleur des DMSA. Cette arrestation est consécutive à la publication d'une vidéo sur les réseaux sociaux d'individus dans ce rôle d'agent EDMSA, ce qui a permis l'arrestation du nommé Issa Diallo, un ancien stagiaire à EDMSA. On en sait plus avec Boubacar Bablin-Touré. Tout est parti d'une vidéo virale qui circule sur les réseaux sociaux depuis le 1er juin dernier, montrant des individus se faisant passer pour des contrôleurs de EDMSA. Cette affaire, la société s'en est saisie en déposant une plainte contre ces individus. Et quelques jours après, suite à des investigations, le commissariat du 11e arrondissement a interpellé un certain Issa Diallo, ancien stagiaire de EDM et cerveau de la bande. Dans la vidéo, il y a un monsieur du nom de Issa Diallo qui apparaît visiblement et qui est connu déjà dans les services de l'EDM pour les pratiques de ce genre. Donc, ceci étant, nous avons été saisis également par le parquet de la commune 5 qui nous a maintenant demandé d'ouvrir une enquête donc, dans ce sens suite à la plainte de l'EDM. Maintenant, dans la journée du 5, nous avons pu mettre la main sur le nommé Issa. De façon sommaire, il nous a expliqué comme quoi il agissait suite à la demande d'un autre client. Mais la question qu'on s'est posée, comment l'EDM peut recevoir des clients sans que l'EDM même ne soit informé? Ce n'est pas la première fois que ce type d'individu, quelque part, écume notre clientèle, n'est-ce pas, pour des desseins inavoués. Et cela se fait toujours au préjudice et de nos clients, et de nous-mêmes, et du service public de l'électricité. Et le conseiller du directeur général de remercier le commissaire et son équipe pour la promptitude avant de lancer cet appel aux abonnés de EDMSA. Nos clients doivent s'assurer qu'ils ont en face un agent qui porte une tenue, qui a un badge, qui s'identifie clairement, n'est-ce pas? Et s'ils avaient des suspicions, à ce moment-là, on les invite à porter plainte auprès des forces de l'ordre, des forces de police, du commissariat du quartier, pour élucider cela. Voilà, les images sont prêtes. Je disais, après l'attaque du poste de péage de Cienso le samedi dernier dans la commune urbaine de San, qui a fait un mort, le gouverneur de la région de San a envoyé une délégation présenter les condoléances de la nation malienne à la famille de la victime. Le gouverneur de la région de San, le colonel Ousmane Sangaré, a appelé les populations à la sérénité en cette veille de la célébration de la fête de Saint-Quémon. Il rassure que toutes les dispositions sont prises pour la réussite de l'événement. Aussi, je disais, 16 panafricanistes guinéens, dont 2 femmes, ont marché de Conakry à Bougouni avant d'arriver à Bamako. C'est pour soutenir la transition et condamner les sanctions injustement prises par la CEDEAO à l'encontre du peuple malien. Ils ont été accueillis à Bougouni par les autorités administratives, politiques, religieuses, coutumières de Bougouni. Le reportage de Jafar Aïdara et Karamogo Traoré. Encourager, soutenir et féliciter les autorités de la transition et le peuple malien pour la cohésion, l'entente et la résistance face aux sanctions injustement prises par la CEDEAO à l'encontre de notre pays, tel est l'objectif de cette marche par 16 panafricanistes guinéens, dont 2 femmes accueillies par les autorités administratives, coutumières et religieuses et l'ensemble de la population du Bani Monotier. Ainsi, ces marcheurs viennent de concrétiser la fraternité historique et légendaire entre les 2 peuples guinéens et maliens. Le fait de résister face à l'impérialisme
nous sommes venus pour les remercier pour ça et les féliciter et les soutenir. Au-delà de ça, nous sommes aussi venus pour consolider et réaffirmer la solidarité que l'État guinéen a affirmée vis-à-vis de l'État malien en refusant de fermer ses frontières comme l'a voulu la CEDEAO en voulant isoler le Mali. Un sentiment de fierté, voire d'émotion que nous recevons aujourd'hui nos frères guinéens. Leur présence parmi nous ne nous surprend guère. Par cet acte de bravoure, de patriotisme, d'engagement, de citoyenneté, d'africanité qu'ils ont posé, ils ont mis leurs pieds dans les sillons tracés par les présents Sékou Touré de la Guinée et Modibo Keïta du Mali. Malgré 4 semaines de marche entre Conakry et Bougouni, les 16 panafricanistes sont déterminés à rallier Bamako en quelques jours pour montrer à la face du monde que malgré l'injustice, les peuples africains resteront soudés et garderont leur dignité. Un reportage de Jafar Aïdara et Djibril Bagayoko. Depuis le début du mois de mai, l'Organisation mondiale de la santé alerte sur plusieurs cas de variole du singe. Il s'agit d'un virus découvert en 1970 en République démocratique du Congo et éradiqué dans le monde en 1980. L'épidémie de variole du singe refait surface et touche désormais une quinzaine de pays. Plus de 200 cas ont été confirmés à travers le monde. Si des pays d'Afrique sont touchés, le Mali n'enregistre aucun cas pour le moment. Le virus est transmis à l'homme par les animaux comme les rongeurs, les singes. La maladie se manifeste par une fièvre, des maux de tête et des boutons sur le corps. Attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité de certains téléspectateurs. Focus Santé, une réalisation de Barakissa Ouattara et Seydou Sissoko. C'est la nouvelle épidémie qui affole. La variole du singe fait parler d'elle depuis début mai à travers le monde. On l'appelle variole du singe parce que les scientifiques l'ont identifiée pour la première fois chez des singes en 1958. Le premier cas confirmé chez un humain remonte à 1970 en RDC. C'est une maladie infectieuse causée par un virus transmis à l'être humain par des animaux infectés, le plus souvent des rongeurs. La transmission se passe entre l'animal et l'homme, à partir du sang et à partir aussi des liquides biologiques. Également, la transmission peut se faire de l'homme à homme. Et cette transmission se fait par contact avec un malade, d'une personne saine, n'est-ce pas, qui se met en contact avec un malade. Également, à partir des gouttelettes infectées d'un malade. Et aussi la transmission de la mère à l'enfant. Et la particularité de ces cas qu'on est en train de rencontrer présentement, c'est que ces cas sont beaucoup plus nombreux chez des personnes, comme on le dit, des hommes qui ont des rapports avec des hommes. Comme la plupart des maladies, le virus prend un temps pour se développer. Cette période d'incubation dure en moyenne 14 jours. Quand le virus va se multiplier jusqu'à un certain niveau, donc il y a la réaction de l'organisme qui va faire apparaître des signes. Et parmi ces signes, nous avons un syndrome grippal, c'est-à-dire une fièvre qui est là, qui va durer au bout de 48 heures, va apparaître de façon très fréquente des boutons sur le corps. Et ces boutons vont commencer au niveau du visage, la tête, et vont s'étendre sur tout le corps. Même la chevelure, la paume des mains et la plante des pieds seront tous concernés. Des boutons qui vont par la suite évoluer en différentes phases. Ces boutons vont évoluer en contenant un liquide, ce liquide qui est d'abord clair, ensuite ce liquide va devenir purulent, c'est-à-dire va contenir du pus, et à la suite maintenant, ces petits boutons vont s'éclater et laisser des taches, des croûtes, ce qu'on appelle des boutons avec ombiliqués, c'est-à-dire le bout est percé, le pus va sortir et ça va laisser maintenant des cicatrices. Au dire du spécialiste, les personnes bien portantes avec un système immunitaire bien renforcé ne développent pas la forme grave de la maladie. La gravité se retrouve surtout
chez un certain nombre de personnes, notamment les personnes immunodéprimées au VIH, c'est-à-dire les gens qui sont atteints par le virus de l'immunodéficience humaine, le VIH. Donc, peuvent faire des formes graves. Également les femmes enceintes et les enfants. Dès le constat d'un cas suspect, le médecin préconise l'isolement. L'épidémie actuelle qui apparaît, on a vu que ce n'est pas avec les foyers classiques. C'est apparu dans une zone où on n'a pas encore identifié des cas index, pour dire que la personne a quitté d'une zone et qui a pu amener la maladie dans ces zones-là. Donc ça, c'est des recherches qui vont se poursuivre. Mais dès qu'on va suspecter quelqu'un qui a une fièvre avec des boutons sur tout le corps, donc les précautions qu'on doit prendre, il faut déjà isoler un peu la personne, lui faire porter un masque, ce qu'on appelle un masque chirurgical. Bon, si c'est des agents de santé qui doivent examiner le malade, ils peuvent déjà porter un masque PFPD. Ensuite, donc, appliquer l'hygiène et fermer les lésions. Bien que la variole du singe prend du temps à guérir, la maladie est toutefois généralement bénigne. La plupart des personnes infectées se rétablissent spontanément. Il existe toutefois des vaccins qui peuvent être utilisés pour contrôler l'épidémie. Notre pays n'enregistre aucun cas pour le moment, mais la prudence est de mise. Un rendez-vous à ne pas manquer tout à l'heure à 21h dans nos programmes, la version Bamanakan de l'émission Malikoura Tassira avec le Premier ministre, chef du gouvernement, face à la presse pour une journée d'information sur l'action du gouvernement depuis la rectification de la transition, émission à suivre sur l'ensemble du réseau synchronisé de l'ORTM et sur nos plateformes digitales. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, même heure, même plateau. Plaise à Dieu et bonne fin de soirée à tous.